dois préciser, même si l'intervention n'est pas vraiment autour de cette problématique, que je n'ai aucun lien d'intérêt particulier avec l'industrie. Voilà, donc la question qui nous est posée, c'était comment parler du poids quand ce n'est pas le motif. Situation évidemment qui est extrêmement fréquente dans une pratique de médecine générale ou aussi d'ailleurs dans des pratiques de soins de premier recours, comme pourraient être par exemple les pédiatres aussi. Et si ce n'est pas l'enfant qui n'en parle pas, c'est peut-être les parents qui n'en parlent pas et qui viennent pour un autre motif. Cette question, elle est donc extrêmement complexe parce que comment faire pour à la fois l'aborder et comment faire pour ne pas être dans une posture de stigmatisation. Alors, je vais simplement remettre un contexte assez simple de deux situations. La première dont nous ne parlerons pas, c'est quand la personne consulte précisément pour son poids, son surpoids, et donc a une demande à propos de cette situation embarrassante pour elle. Donc on va aller de l'autre côté qui est effectivement la personne consulte, quel que soit le motif, pour une autre raison que la question du surpoids ou de l'obésité. Alors, dans cette situation qui nous intéresse aujourd'hui, qui est il n'y a pas de demande spécifique, on va distinguer finalement par rapport à l'attitude, la manière dont on peut conduire cette consultation autour de nouveau de deux situations. La première, c'est que le motif de la consultation ou éventuellement un élément dont on a connaissance est en lien avec l'obésité ou le surpoids. C'est-à-dire que finalement, même si la personne n'a pas conscience que sa demande est une conséquence de sa situation pondérale, le médecin va trouver un point d'accroche qui est ce motif ou une comorbidité associée dont il a connaissance. La deuxième situation, qui est la plus complexe, c'est que le motif de la consultation n'a absolument rien à voir avec la question du poids ou du surpoids. Donc, si la situation est en lien avec, le motif est en lien avec une complication, la question, c'est de se dire, est-ce que la personne a conscience que son motif de consultation est en lien avec son surpoids? Alors, là-dessus, en fait, on doit revenir à une attitude autour de la formulation, qui est une attitude qui est un peu fondée sur l'intervention brève. À savoir, plutôt que de dire « je crois que votre tension ou votre essoufflement ou éventuellement vos céphalées du matin, qui pourraient être en relation avec un syndrome d'apnée du sommeil, ou encore une autre pathologie dermatologique ou pourrait être en lien en disant pour moi, je pense que c'est une complication de la situation de votre poids. Il me semble que la posture la plus intéressante est d'inverser la chose et plutôt qu'affirmer le lien, c'est poser la question. Est-ce que vous pensez que la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui pourrait être en lien avec votre problème de poids, ou avec votre poids d'ailleurs, pas problème, avec votre poids. Vous voyez que la formulation est différente, c'est-à-dire que vous allez passer la parole au patient pour voir quelles sont ses représentations de sa corpulence et du lien qu'il peut faire avec sa santé. Lorsque le médecin exprime ce lien, il ferme en quelque sorte la possibilité qu'a la personne d'élaborer sa propre représentation de son corps et de sa santé ou de ses pathologies. Donc c'est cette inversion de formule qui me semble essentielle. Dans la situation où il n'y a aucune demande, c'est plus complexe, plus subtil. C'est puis-je vous poser une question? En général, la réponse c'est oui.
avez-vous eu ou avez-vous rencontré des difficultés avec votre poids? Vous laissez la porte ouverte et là encore, vous laissez la parole, vous passez la parole. C'est un élément vraiment essentiel et c'est toute la stratégie des interventions brèves. Si la personne est oui, j'ai rencontré des difficultés et pour X raisons, ou la personne répond que oui, j'ai rencontré des difficultés, vous pouvez enchaîner, toujours un peu dans l'esprit de l'intervention brève. Avez-vous eu l'occasion d'en parler avec un médecin à l'occasion, il y a longtemps ou plus récemment, etc. Et vous laissez dérouler. Et puis, ensuite, de se mettre à disposition. Mais si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à venir me revoir. Je suis tout à fait disponible, disposé à échanger avec vous à ce propos. Parce qu'évidemment, la personne étant venue pour un motif de consultation, il n'est pas question d'enchaîner sur une consultation autour de la question du poids. Donc, reformuler une proposition de rendez-vous ultérieur. Si la réponse est non, non, je vois pas pourquoi vous me posez cette question. Et là, vous pouvez formuler votre propre inquiétude. Bah, écoutez, je vous ai posé cette question parce qu'en qualité de médecin, je me préoccupe de votre poids qui, de mon point de vue, mériterait d'être abordé. Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez le faire ultérieurement? Et si c'est oui, ben, dans ce cas, je vous propose que nous puissions en parler dans une consultation ultérieure. Donc, vous voyez, c'est cette position basse, cette position de mise à disposition qui va être possiblement l'ouverture vers un accompagnement avec l'exploration de cette situation pondérale. Peut-être une mise en garde importante, c'est si vous sentez que la personne n'a pas conscience de son risque, ce qui est finalement assez fréquent, surtout sur des obésités qui sont modérées, c'est surtout de ne pas menacer d'un avenir qui serait funeste en fonction de mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un problème, l'obésité, c'est une maladie, etc. Le risque de ça, c'est la fermeture. C'est-à-dire que la personne qui ne souhaite rien entendre à ce propos se ferme et diffère d'autant plus une consultation ultérieure. Vous aurez toujours le temps d'aborder la question des risques inhérentes au surpoids ou à l'obésité plus tard. Et de la même façon, moi en tout cas c'est ce que je faisais pour tout accompagnement thérapeutique, c'était que savez-vous des risques liés, par exemple, à votre problème de poids, mais je faisais la même chose pour des gens qui avaient un diabète de type 2 ou une hypertension. Que savez-vous des risques du diabète de type 2? Alors, quel est l'intérêt de questionner comme ça, plutôt que de dire « je vais vous dire quels sont vos risques », c'était second, c'est-à-dire je demandais toujours à la personne « que savez-vous d'eux ?» Il y avait des choses justes, des choses fausses, en disant oui, vous avez raison, c'est exact, ça peut entraîner ça. Et ensuite, est-ce que vous souhaitez que je vous en dise davantage? Donc, cet accompagnement est absolument nécessaire dans les débuts de consultation pour créer une alliance thérapeutique qui n'est pas une alliance de ce que les gens ont souvent vécu, à savoir à propos du poids. Bon, ça va pas, votre poids, voilà, montez sur la balance, les consultations de gynécologie, par exemple, montez sur la balance. Oh là là, vous avez encore pris du poids depuis l'année dernière, qu'est-ce qui se passe, etc. Hein, mais toujours de revenir comme ça dans un accompagnement, vous laissez la parole, vous laissez l'expression du vécu du corps corpulent et aussi des représentations autour du corps. C'est quelque chose qui va nourrir ensuite tout le suivi parce que c'est à partir des représentations que la personne se fait de son corps obèse
comme potentiellement une maladie, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque dans les obésités modérées, faibles à modérées, la plupart des gens ne se sentent pas malades. Donc il y a une espèce de rupture entre une définition de l'obésité est une maladie pour nous médecins et la représentation qu'en ont les personnes en situation d'obésité qui, n'ayant pas de complications, considèrent que c'est un état qui peut être dérangeant socialement, mais pas médicalement problématique. Donc, la dernière chose peut-être que je voulais ajouter, c'est de demander, d'après vous, alors peut-être pas sur une première consultation, très clairement, enfin pas, en tout cas pas cette consultation où il n'y a pas de demande, mais ultérieurement et assez vite, c'est d'après vous, pour quelles raisons finalement vous avez pris du poids et voilà. Alors moi je m'intéresse beaucoup actuellement à ce que j'appelle ici, ça s'appelle la mise en sens, c'est-à-dire l'herméneutique de la maladie, qui est que nous, soignants, nous avons une explication pathophysiologique avec effectivement une vision des étapes, une vision des complications potentielles, alors que les personnes essayent souvent de remettre en sens leur pathologie dans un récit, dans une histoire familiale par exemple. Et c'est tout à fait essentiel de le noter dans le dossier. Pour quelle raison cette personne pense qu'elle est malade. Et vous avez comme ça énormément d'exemples à vous donner, mais on pourra peut-être en discuter tout à l'heure ensemble, autour de cette mise en sens qu'on appelle l'herméneutique. Donc, ça ne nous empêche pas d'avoir une vision scientifique, rationnelle de la pathologie, mais aussi d'intégrer cette représentation qui est essentielle à ce que la personne trouve une forme d'équilibre dans sa pathologie. Donc voilà, je pense que je voulais vous dire autour de cette approche de la non-demande à propos de la situation d'obésité. Peut-être aurons-nous l'occasion aussi de discuter à propos des enfants, puisque souvent nous avons affaire aux tiers, que sont les parents. Voilà, j'avais 15 minutes, je crois qu'il fait 14 ou 13. Est-ce qu'on pourrait discuter peut-être? Merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les inscrire dans le chat et on se fera le plaisir de les relayer. Professeur Cornet. Est-ce que vous pouvez vous situer professionnellement, s'il vous plaît Oui, vous pouvez, soit vous pouvez prendre la parole, soit vous pouvez inscrire dans Oui, le vous pouvez chat. prendre la parole, on peut Après, je vais échanger comme regarder ça. les... Oui, oui. Alors, c'est en train d'écrire. Donc, je vois qu'on a des patients partenaires qui sont présents et connectés. On a la référente ligne écoute de l'APSSII, que je ne connais pas. On a Aurélie qui est connectée, Aurélie qui est psychologue. On a des diététiciens, on a docteur Catherine Terraz. On a des diètes, Delphine Trujillo qui est très active sur l'ensemble des réseaux franciliens. Madame Develay aussi, référente ARS. D'accord. Professeur du Berne. Que je Il y a une main connais, que levée. je salue, oui. On vous laisse la parole. Je crois que c'est Véronique. Si vous voulez, n'hésitez pas. Vous pouvez vous démuter, Véronique. Oui, que votre micro soit ouvert. Oui, excusez-moi, j'avais du mal à trouver mon micro pour le reconnecter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien.
Ok. Alors, et je voulais envoyer une question, mais ça ne passe pas. Donc, du coup, ma question, est-ce que essayer justement d'orienter la discussion plutôt sur la santé d'une manière générale que sur le poids peut aussi peut-être être plus simple pour mettre le patient à l'aise? Alors, assurément, alors, je vais vous dire de façon provocatrice, c'est que je considère, et je le dis très souvent, que pour moi, l'obésité, c'est pas une question de poids. C'est beaucoup Je suis plus d'accord, complexe ouais, que ça. tout à fait. Et précisément, la focalisation sur la question du poids met en échec la plupart des soignants qui ne voient que ça comme marqueur de progression, d'amélioration de la situation de vie. À tel point que j'avais renoncé très souvent même à la peser. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, quand je vois quelqu'un en situation d'obésité, d'avoir un poids. En tout cas, je pouvais proposer la peser, mais je n'exigeais pas la peser, pour justement dégager notre discussion de la question de la réussite ou de l'échec vis-à-vis du poids dans l'accompagnement thérapeutique. Alors évidemment, le poids peut avoir son intérêt pour calculer l'IMC dans les indications chirurgicales, etc. Mais il n'y a pas d'urgence à avoir un poids. C'est ça que je veux dire. Parce que la focalisation sur le poids est en fait très souvent le fait de s'embourber dans quelque chose qui est une impasse. Parce que lorsque l'obésité est constituée, on sait toute la difficulté. Alors évidemment, les enjeux ont été changés en partie par la chirurgie bariatrique et maintenant par les médicaments. Donc peut-être qu'il faudra réviser cette posture, mais en tout cas, dans la majorité des cas et au début de l'accompagnement, le poids en tant que tel n'est pas un élément qui devrait être central. Ouais, tout Alors à fait, je suis bien d'accord avec vous. la santé, j'entends, mais ça serait trop long Mm. à débattre. Je ne suis pas certain que les médecins, en tout cas, soient les meilleurs interlocuteurs à propos de la santé. Je pense que ce sont les meilleurs interlocuteurs à propos de la maladie et des traitements, plus que de la santé, qui est un espace beaucoup plus grand, qui intègre des dimensions de type psychosocial, voilà, économique, etc. Et je considère que les médecins n'ont pas de formation plus intéressante ou plus importante qu'un certain nombre d'autres intervenants dans le champ de la santé publique. Mais ça n'engage que moi. Merci. On a une deuxième question de Nadège Larbe qui nous dit: Bonjour, je suis infirmière puéricultrice en PMI et je réalise des bilans de santé en école maternelle. Avez-vous des conseils à donner pour évoquer les rebonds de la courbe IMS? Alors, oui, j'ai des conseils à donner. Alors, j'ai surtout des conseils à donner à mes collègues, c'est de remplir les courbes. Parce que j'ai eu plusieurs travaux à conduire sur le terrain et on s'apercevait que les courbes n'étaient pas remplies. Et voire même, moi, en consultation, où j'accueillais des enfants, j'étais dans l'obligation de reconstituer les courbes pour vérifier justement les rebonds de l'adiposité ou les changements de couloir ou des choses comme ça, parce que ça ne figurait pas dans le carnet de santé. Donc je crois que la première chose à faire pour les professionnels de santé, c'est de remplir les courbes. Ensuite, avec l'enfant, c'est un peu plus délicat, mais j'avais, ça n'est que centré sur ma pratique, donc ça vaut rien que la singularité d'un praticien de terrain. Hein. J'avais une espèce de tapis où était figurée une route et j'avais les petites voitures. Et la sortie de courbe, c'était la sortie de route. Et en fait, je discutais avec l'enfant, alors les très petits non, mais les de 7-8 ans, etc., en disant comment on peut redresser une voiture qui sort un peu de la route, quoi. Et en fait,
l'idée, et ça sortait très naturellement, c'est que l'enfant disait il ne faut pas rentrer vite, quoi, parce qu'il ne faut pas revenir vite, il faut revenir doucement sur la route. Voilà. Et donc, il percevait déjà que implicitement, inconsciemment, que toute intervention trop drastique était finalement un risque de tête à queue dans la trajectoire. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé avec ce tapis de voitures que j'avais trouvé dans un magasin de jouets, avec les petites voitures et les changements de couloir voilà, représentés par les sorties de route. Voilà. Mais effectivement, c'est une très belle métaphore. Oui, mais je pense qu'il faut vraiment que tous les collègues systématiquement remplissent très bien les courbes, quoi. Parce qu'on perd un temps fou. Moi, j'étais obligé de partir avec les carnets de santé, retrouver des poids, le faire. Voilà. Donc, pour essayer de redessiner une courbe, voilà, qui est quand même un élément majeur de réflexion. Merci. Alina, je te propose de prendre la parole. Alina Constantin, qui est patiente. Je la connais bien. partenaire. Bonjour, Voilà. Alina. Bonjour, docteur Cornet. Alors, ma question, elle est par rapport aux patients partenaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis concernant leur rôle dans la discussion sur la santé avec les patients et si oui, à quel moment ils peuvent intervenir dans le parcours de soins? Alors, de façon générale, moi, j'ai adhéré assez vite à l'idée des patients partenaires. Je pense que il y a, au travers des associations et des interventions des patients partenaires, un élément intéressant qui est un élément de communauté non pas idéologique, mais de communauté de vécu, une communauté d'expérience. J'ai ma seule réticence, très sincèrement, mais je pense que là, c'est vraiment lié à des attitudes de type individuel, c'est que le risque des patients partenaires, c'est de verser dans le discours de la science, c'est-à-dire le discours médical, et de s'éloigner d'un vécu, j'allais dire, plus substantiel, plus individuel, plus intime des patients. C'est pour ça que, mais en revanche, ce que je disais tout à l'heure sur la santé, les patients partenaires, par exemple, peuvent avoir un rôle complémentaire, intéressant, complémentaire, autour du corps et de la santé. Parce que ces personnes ont traversé aussi une expérience autour de l'obésité, puisqu'on en parle aujourd'hui, et ont un vécu et ont travaillé un certain nombre d'éléments fondamentaux à partir de leur expérience, qui n'est pas le fait de partager l'expérience, car je crois qu'en fait, on ne partage pas l'expérience au même titre qu'on ne transmet pas l'expérience. On ne peut que vivre une expérience, et ce que l'on a de l'expérience, ce n'est qu'un récit. C'est-à-dire, je peux parler de mon expérience, mais c'est un récit. Je ne peux pas ni la transmettre, ni la partager. Parce que même si je suis confronté au même instant, dans la même situation, à quelque chose de particulier, chaque individu va ressentir quelque chose qui lui est propre. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut même pas partager l'expérience. Mais je reviens sur ce que je disais pour être peut-être plus clair. Je crois que le fait de pouvoir faire le récit de sa propre trajectoire, des questions qu'on s'est posées, les patients partenaires ont cette capacité, cette formation, cette expertise à pouvoir dégager les problématiques qui vont venir compléter le travail des soignants, voire d'anticiper le travail des soignants, ça dépend le degré de réflexion des soignants. Et voilà, donc je le situe comme ça. Mais ma réticence, c'est d'avoir rencontré quelques patients partenaires qui étaient, entre guillemets,
le calife à la place du calife, c'est-à-dire voulant diffuser un discours médical, scientifique, rationnel, en dehors de toute dimension subjective de la personne qui y a recours. Deuxième chose, et j'en terminerai là-dessus, c'est la place des patients partenaires dans l'enseignement. Il me semble que c'est maintenant une expérience relativement diffusée et qui, moi, me paraît tout à fait essentielle pour justement que les étudiants en médecine puissent appréhender cette dimension singulière, personnelle, intime, et autour des représentations. Je continue, c'est mon dada, mais pas exclusivement par intérêt intellectuel, mais aussi parce que je crois qu'en tant que médecin de terrain, le fait de m'être intéressé à la question des représentations, à la question de ce que je disais de l'heuristique, c'est-à-dire du sens, mais d'après vous, d'où vient cette maladie? Voilà. Et voilà, je voulais rajouter quelque chose, mais je laisse la place aux questions. Donc voilà, Alina, un peu ce que je crois autour des patients partenaires. Une place importante dans l'enseignement, auprès des patients, mais attention de ne pas, au cours du temps, au fur et à mesure, de vouloir en quelque sorte se réfugier dans un discours de science qui, à mon avis, ne leur appartient pas et est délétère pour les personnes qui sont reçues et accompagnées. Merci. Ce qui nie pas l'information, Tout à fait. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de délivrance d'informations, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas se réduire à ça. Ça, c'est le boulot des médecins. Merci beaucoup. Alors, il y avait une personne qui avait levé la main qui s'appelait IF. Donc, je ne sais, la main n'est plus levée, mais je vous laisse la parole si vous souhaitez intervenir. Ça y est, oui. Bonjour, je suis Isabelle Flojac. Bonjour. En fait, non, moi, c'était pour vous remercier de cette intervention qui m'a donné des billes. Je suis diététicienne et je travaille avec ma CPTS sur un programme d'accompagnement des parents qui sont aidants de leurs enfants dans leur croissance et les bonnes habitudes alimentaires. Donc, on s'occupe des parents. Et donc, dans mes collègues de la CPTS, notamment des orthophonistes, choses comme ça, ils me disent, moi, j'ai des parents, je vois bien qu'ils en auraient besoin, que ça leur serait utile d'accéder à cet atelier, mais je ne sais pas comment leur en parler. Donc là, moi, ça m'a déjà donné des billes de vous entendre parler, comment amener le sujet. Et je vais partager cette visio avec cet audio avec mes collègues pour qu'ils voient un petit peu quand ils ont des patients, des parents, donc comment aborder le sujet, parce que c'est toujours la problématique de se dire oui, moi ils viennent me voir pour orthophoniste ou ergothérapeute pour un autre sujet qui n'a rien à voir avec l'alimentation. Et je ne sais pas comment aborder le sujet. Donc, c'est vrai qu'ils me demandent à moi, et des fois, moi, je manque un petit peu d'outils. Et là, vous m'avez donné des arguments, et je pense que partager ça aussi avec eux et leur en parler, ça peut être une grande aide pour amener les parents à venir. Si c'est une bille supplémentaire, je vais discuter un point important. Alors, honnêtement, j'étais très systématique parce que finalement, mon activité professionnelle en médecine générale, je n'exerce plus là actuellement, mais ça a été d'accueillir des gens qui avaient des maladies chroniques, dont l'obésité, mais pas que, des polypathologies et de la médecine interne. Je posais une question systématiquement, qui est la suivante, c'est est-ce que on vous a comparé à quelqu'un de votre famille? Et c'est pas du tout exceptionnel que les gens nous répondent bah oui, on me comparait à ma grand-mère, à mon grand-père, à ma tante, voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Et je reviens sur les enfants, c'est que ils sont investis en quelque sorte d'une image corporelle, d'un caractère, des comportements, comme une forme d'héritage. Un héritage symbolique. C'est moi ce que j'appelle le corps symbolique. C'est pas le corps symbolique des psychanalystes qui relève de l'inconscient.
C'est un corps symbolique qui relève d'une filiation. Et pourquoi des fois les parents peuvent être réticents? Pourquoi un enfant peut être réticent? Pourquoi un adulte peut être réticent? C'est qu'au fond, il peut se trouver dans un conflit de loyauté entre un mimétisme symbolique qu'on lui a proposé et une rupture avec ce mimétisme, avec son modèle imaginaire, pour suivre son propre chemin. Et vous verrez que c'est pas si rare que ça. Et donc, je posais la question, mais est-ce que dans votre famille, on vous comparait à quelqu'un? Et je suis presque sûr que même parmi les interlocutrices, interlocuteurs de maintenant, on est un grand nombre à ce qu'on ait été comparé à. Donc, cet élément est aussi un élément de recherche parce que c'est, ah bah oui, on m'a comparé à mon grand-père, par exemple. Et alors, pour un enfant, par exemple, ton grand-père, c'est qui ton grand-père? Parle-moi de ton grand-père. Hein, voilà. Et comment il est? Tu peux me le décrire? Et là, si par exemple le grand-père est corpulent, etc., ah bon, alors il est fort, d'accord. Et alors, voilà. Hein. Et donc, on voit là qu'il y a quelque chose du schéma corporel de l'enfant qui va s'inscrire dans cette tradition familiale, dans une narration, un récit familial, hein, dans lequel on va créer un ancrage. Et donc, le soignant, le médecin que j'étais, avait vraiment posé comme essentiel, hein, cette filiation symbolique. Ok. Ok. Oui, oui. Ok. Ben, merci beaucoup parce que c'est vrai que la question aussi n'est pas de culpabiliser le parent qui lui donne le Ah meilleur non, pour son enfant. Donc, non, ah bah non. c'est tout le professionnel, sa difficulté, donc parler de ça. Ok. Merci Ouais, beaucoup. de Merci rien. pour ces petits points. Merci beaucoup, professeur Cornet. Je vous propose d'arrêter la session. On aurait Bah aimé, oui, je bah pense, oui, c'est un tous flash. avoir plus de temps pour échanger avec vous. Bon, ce que Un je veux énorme dire, c'est merci. que si d'aucune ou d'aucun souhaite échanger avec moi, ne pas hésiter à m'écrire. Hein. Je répondrai volontiers hein, à vos questions hein, ou éventuellement échanger sur un programme ou sur des choses comme ça. Donc, je vous donne mon mail personnel, comme ça va. Donc, Cornet Philippe, en minuscule, tout attaché, @hotmail.com. Eh ben, merci beaucoup Voilà, pour votre partage d'expérience et puis pour que pour ça vos soit. discours Oui, inspirants, pleins de sagesse et de bienveillance. Je pense que ça nous fait tous du bien dans nos pratiques au quotidien. Il y a plein de mains qui se lèvent, des pouces, des applaudissements. c'est Donc, un gentil, énorme merci merci. infiniment et merci de m'avoir écouté et j'espère que on s'est redonné un peu d'enthousiasme à l'accompagnement des personnes en situation d'obésité parce que moi, ça m'a donné au cours de mon exercice professionnel vraiment une dimension d'enchantement en tant que médecin de la rencontre de ces personnes qui sont en grande souffrance et en grande souffrance vis-à-vis souvent malheureusement du corps médical. Bon, voilà. Mais vous êtes sûrement l'exception, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Tout à fait. Bon, Donc, Camille, merci. merci encore infiniment. Et Merci puis, beaucoup je vous d'avoir souhaite le accepté notre meilleur à toutes invitation. et à tous. Oui. Merci. Je terminerai juste en disant que donc, la session a été filmée. Elle va être disponible très rapidement sur la chaîne YouTube des 4 CSO. Et la nouveauté 2026, on réalise des fiches synthétiques de toutes les interventions pour que vous puissiez avoir finalement l'essence des topos à disposition au-delà des replays. Donc, ça sera aussi partagé début mai sur tous les topos depuis début 2026, après validation des orateurs. Et pour notre part, on vous donne rendez-vous le 18 mai à 13h pour la 5e session des Flash Info avec le docteur Louise Avenay, qui est psychiatre, et qui viendra nous parler de la prise en charge des troubles des conduites alimentaires, le point de vue du psychiatre. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine de vacances ou de retour sur votre lieu de travail. Et on vous dit à très bientôt. Et on vous remercie encore pour votre présence. Vous étiez plus de quasiment 70 aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Bonne journée à tous et à toutes.
Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.